Bonjour à tous, merci d'être venus à cette troisième journée de la semaine d'ATSHS. Pour cette matinée, nous aurons une présentation sur la gestion des données en sciences humaines et sociales. Déjà lundi, on avait vu un peu la gestion des données sensibles et aujourd'hui, on va voir un peu tout ce qu'il faut faire lorsqu'on a un projet et qu'est-ce que c'est qu'un plan de gestion de données, ses atouts et puis l'intérêt d'un plan de gestion de données et particulièrement avec l'outil DMP Opidor. Pour cela, nous avons comme intervenante Lauriane Locatelli qui est de l'INIS CNRS. Donc, Lauriane, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Nous allons parler plan de gestion de données, abrégé sous la forme PGD et aussi appelé Data Management Plan en anglais et abrégé sous la forme DMP. Et nous parlerons également de l'outil DMP Opidor. Je travaille à l'INIST, qui est une unité d'appui à la recherche du CNRS, spécialisée en information scientifique et technique et qui a pour but de fournir des outils en lien avec les données scientifiques. L'INIS déploie ses services autour de 3 activités, donc la facilitation à l'accès à l'information scientifique, l'analyse et la fouille de l'information scientifique et également la valorisation des données de recherche. C'est au sein de ce département que se trouve l'équipe Opidor dont je fais partie et qui travaille sur la gestion des données de recherche. Opidor, c'est pour optimiser le partage et l'interopérabilité des données de la recherche. Et il y a également l'équipe Doranum pour données de la recherche apprentissage numérique qui produit des supports pédagogiques autour de la question des données de la recherche. Tout d'abord, je vous présenterai l'intérêt d'un plan de gestion de données et ensuite, je parlerai de DMP Opidor, outil porté par l'INIST CNRS d'aide à la rédaction de plans de gestion de données. Puis je présenterai les solutions existantes afin de bénéficier d'aide pour la rédaction du plan de gestion de données, que cela soit au niveau de la formation à la rédaction, notamment grâce à des webinaires, Opidor, Doranum, mais également des supports pédagogiques de Doranum, mais aussi au niveau de l'accompagnement lors de la rédaction. Et je terminerai par une démo d'une dizaine de minutes de l'outil DMP Opidor. Rappelons brièvement ce que contient un plan de gestion de données. Donc, il s'agit d'un document qui aborde plusieurs questions. Donc, la question de la description des données, la documentation avec les métadonnées. Il y a une partie consacrée aux exigences légales et éthiques, par exemple la question des données à caractère personnel, le traitement, l'analyse des données, mais aussi tout ce qui est stockage, partage, archivage, organisation des données et l'archivage pérenne. Souvent, quand on entend parler du DMP, l'argument utilisé pour inciter les gens à en faire est celui du caractère obligatoire, car il est exigé par les financeurs. C'est notamment ce qui était ressorti du mémoire d'Alicia Mobayi de juin 2021, intitulé « Plan de gestion de données entre les mains des chercheurs », dans le contexte de l'ouverture des données de la recherche, dans sa sous-partie traitant des raisons évoquées concernant la rédaction d'un PGD. Alors tout d'abord, cette perspective donc, de devoir produire un tel document par obligation n'est pas très réjouissante, mais je pense que cela ne devrait pas être la raison pour laquelle on le rédige, car selon moi, c'est un outil de planification. Le DMP doit être rédigé en amont du projet au moment du montage. Le plan de gestion de données est l'occasion de mettre en œuvre les bonnes pratiques et de rendre ces données faires, car on va indiquer où les données seront exposées, ce qui les rend plus faciles à trouver. Dans la partie concernant le partage, on va évoquer les données qui seront accessibles. Donc les principes FAIR, pour rappel, ce sont 4 principes à respecter pour garantir une utilisation optimale des données de recherche et des métadonnées associées, à la fois par les hommes et par les machines. Donc les données doivent être findable, faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables. Et donc les données sont faciles à trouver si elles sont associées à un identifiant pérenne, DOI, URL, si les métadonnées sont enrichies et si les données sont cherchables et trouvables en ligne, si elles ont été déposées dans un entrepôt par exemple. Concernant l'accessibilité, même quand les données sont inaccessibles, les métadonnées, quant à elles, peuvent
peuvent ou doivent être accessibles afin que le jeu de données reste découvrable. Et la question de l'interopérabilité est évoquée notamment quand on précise les formats utilisés dans la partie partage des données et conservation à long terme. Et l'interopérabilité est rendue possible par l'utilisation de vocabulaire contrôlé, de formats, de standards communs, en privilégiant quand c'est possible, bien sûr, les formats ouverts, dont je parlerai dans quelques instants. La réutilisation doit être facilitée par l'utilisation de standards communs, mais quand on parle de réutilisation, cela peut être au sein du laboratoire. Le DMP n'est pas uniquement un document, c'est un outil qui permet d'anticiper la gestion des données avec tout ce que cela comporte. Souvent, on se dit, je verrai ça plus tard, je n'ai pas encore produit de données, mais est-ce vraiment exact? Et je dois déjà dire comment je vais les gérer? Et l'on gère ce qui semble le plus important lors du montage du projet, donc les rendez-vous RH, les rendez-vous avec le service financier. Sauf que tout est lié et le DMP permet de se poser les bonnes questions. Quand on fait le DMP des 6 mois, donc 6 mois après le début du projet, celui qui est demandé par les financeurs, il est souvent un peu tard pour se rendre compte des besoins RH. Quand on répond à la question du DMP concernant la production des données, on se demande qui va les produire, à quel moment du projet, et parfois on se rend compte qu'il aurait fallu faire commencer le contrat de la personne qui va peut-être principalement produire les données plus tôt ou plus tard dans le projet, pareil pour les livrables. De même, concernant le volet financier, le DMP qui comporte désormais dans la version structurée une partie concernant le coût. Souvent, les rendez-vous avec les services financiers de l'université ont lieu lors du montage du projet. Et au début du projet, les sommes sont déjà allouées à un type de dépense. Lors du DMP des 6 mois, il est souvent un peu tard pour se rendre compte que les données que l'on va produire, si on veut respecter certaines recommandations en termes de sauvegarde, donc c'est ce dont il était question ce matin, il faudrait peut-être les mettre sur un NAS, donc un serveur, et par exemple, le NAS n'a pas été budgété, et il aurait peut-être aussi fallu prévoir l'achat de disques durs ou de tout autre matériel concernant le stockage en amont. Donc le DMP, c'est bien plus qu'un outil, c'est un compagnon précieux qui est indispensable et qui permet de se poser les bonnes questions. C'est un outil qui permet d'avoir une vision sur le long terme et qui permet d'anticiper la gestion des données. Le rédiger demande du temps, je ne dirais pas le contraire, mais cela permet par la suite d'en gagner, car un cadre a déjà été défini et un bon nombre de choses ont pu être anticipées. C'est bien un investissement de temps, mais qui permet de gagner en efficacité par la suite. Comme le DMP offre une vision, j'attire votre attention sur le choix de la personne qui le rédige. Il est fréquent qu'il soit rédigé par un contractuel, dont la durée du contrat est plus courte que la durée du projet. Si le DMP était uniquement un document administratif exigé par les financeurs, cela ne poserait pas de souci. Mais étant donné qu'il s'agit de l'outil qui consigne les informations relatives à la gestion des données, il est peut-être plus judicieux qu'il soit rédigé par une personne pérenne, qu'il s'agisse du chercheur porteur du projet ou d'un ingénieur non contractuel du laboratoire. Dans tous les cas, la rédaction du DMP est un travail collaboratif au niveau de l'équipe du projet et du laboratoire, mais c'est aussi un travail qui peut être réalisé avec le personnel d'appui à la recherche. Nous en reparlerons dans quelques instants. Je vais maintenant vous parler de DMP Opidor, un outil d'aide à la rédaction de données adapté aux besoins de la communauté scientifique française. DMP Opidor permet de rédiger un DMP à partir d'un modèle, de partager son DMP avec un ou plusieurs collaborateurs, d'ajouter des commentaires, mais on peut aussi définir le niveau de visibilité d'un DMP. On peut demander une assistance conseil auprès des services d'appui de son organisme de recherche, le cas échéant, et on peut télécharger son DMP sous différents formats, DocX, PDF. Nous allons maintenant évoquer la question de la formation à la rédaction du DMP, mais également de l'accompagnement. Tout d'abord, concernant la formation, il y a des webinaires. Les webinaires plan de gestion de données, bonnes pratiques sont dispensés par l'équipe d'Oranum, qui fait partie de la même unité CNRS. Le prochain est prévu pour le mardi 16 janvier à 14 h. J'ai mis le QR code pour ceux qui souhaitent
s'inscrire. Et il y a également des webinaires plus poussés qui seront dispensés dès le mois de janvier par 2 membres de l'équipe Opidor en visio de manière assez régulière. Les informations concernant les webinaires sont sur le site de l'INIST, sur le site d'Opidor et sur le Twitter d'Opidor. Il y a également des formations qui sont organisées par l'URFIST. Ici, c'est Strasbourg, c'est le plus proche. Doranium, qui dispense le webinaire, un des webinaires que je viens d'évoquer, produit également des supports concernant les plans de gestion de données. Depuis le mois de mars, il y a notamment un module Doranium intitulé plan de gestion de données pas à pas qui est sorti. Je vous ai mis un QR code. C'est vraiment un module complet. Pour les chercheurs qui ne sont pas en CRCT, ce n'est peut-être pas le support le plus adapté, mais pour les postdocs ou les ingénieurs dont une des missions est la rédaction de DMP, il s'agit vraiment d'un module bien fait et complet. Et autre avantage, il est disponible tout le temps. Et ce module me permet de faire la transition entre la question de la formation et celle de l'accompagnement, puisqu'il comporte notamment une partie intitulée « Avec qui rédiger un plan de gestion de données ?» qui évoque le répertoire des services opérationnels de soutien à la rédaction des plans de gestion de données SOSPGD. C'est mis à jour assez régulièrement. Par exemple, pour Dijon, voici ce qui est indiqué. Je ne sais pas si c'est à jour. C'est pas à jour? Ah. Quand il y a des changements, on peut contacter. Oui. Voilà. Et ce document peut toujours servir, donc je le mentionne. Mais maintenant, dans le cadre de l'écosystème Recherche DataGouv, que vous connaissez peut-être, il existe des ateliers de la donnée. À Dijon, vous pouvez notamment faire appel à l'atelier de la donnée Data UBFC. Je crois qu'il n'y a personne de l'atelier aujourd'hui. Je suis référente de l'atelier de la donnée. Oui. Je crois que c'était Léna qui était là lundi. Oui, il y a Léna, il y a dans de l'équipe Data UBFC, il y a Léna Brouillard, si je ne dis pas, voilà, une bêtise. Qui est sur Dijon. Voilà, qui est sur Dijon. Il y a une équipe. Il y a Maëlys, en tout cas à Besançon. Il y a aussi une équipe aussi à Besançon. Oui, pour accompagner au niveau de la rédaction du plan de gestion de données. Donc justement, cette équipe propose des formations, comme tu disais tout à l'heure, pour rédiger le plan de gestion de données. Voilà, ils sont assez actifs, oui. Même sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Merci. Et donc les informations concernant ces ateliers sont sur le site Recherche DataGouv. Dans la plupart des cas, les ateliers de la donnée ont un site qui leur est propre et il suffit de cliquer sur le lien sur le site Recherche DataGouv. Alors pour Data UBFC, ils ont un site récent, bien fait, complet, avec toutes les informations. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Mais sinon, les informations sont référencées dans le catalogue Catopidor. Donc Catopidor, c'est le catalogue des services dédiés aux données de la recherche qui recense et qui décrit les services français qui contribuent à la gestion, au partage, à la réutilisation des données scientifiques tout au long de leur cycle de vie. Il est donc possible de se former à la rédaction de plans de gestion de données. Concernant l'accompagnement, il existe déjà des personnes ressources et cela est voué à croître avec la mise en place du réseau des ateliers de la donnée, dont une des missions est notamment l'accompagnement à la rédaction plan de gestion de données. Et dans le cadre de la science ouverte, je vous invite à rédiger des plans de gestion de données et à les rendre publics sur DMP Opidor pour ouvrir la science. Maintenant, je vais vous montrer l'outil DMP Opidor. Le PowerPoint, je ne sais pas s'il sera disponible par la suite pour les participants. À la fin, j'ai mis différentes ressources, donc un lien vers le plan de gestion de données
sur le blog Pasteur et la référence du mémoire d'Alicia Mobailly évoqué précédemment et pour lequel j'avais mis le QR code. Et sur la dernière slide, vous avez les informations pour nous contacter. Donc le site DMP Opidor qui est trouvable assez facilement, dmp.opidor. Le portail Opidor, comme on l'appelle, opidor.fr, et les différents contacts. Donc, que ce soit pour Opidor, mais aussi pour Doranum, pour tout ce qui est ressources. Et je vous ai remis le lien vers le module plan de gestion de données pas à pas de Doranum, ainsi que l'adresse du site Doranum. Je vais changer de ordinateur pour faire la démo, puisque je vais utiliser mon PC pour me connecter à mon compte DMP Opidor. Aucun signal. Ça marche. Ah, oui, pardon. Alors, donc là, on est sur DMP Opidor. Et donc, la première étape, c'est de se créer un compte. Donc, quand on va dans créer un compte, donc vous rentrez les informations, nom, prénom, courriel et organisme. Donc là, c'est un champ obligatoire. Et en fait, quand on remplit l'organisme, ça permet ensuite d'être reconnu en tant que membre de l'institution. Et donc, par exemple, après, ça propose automatiquement les recommandations émises par l'organisme. Et et ça permet également de pouvoir contacter l'assistance conseil. Donc moi, je me connecte parce que j'ai déjà un compte. Ah, j'ai pas Internet. Et du Roam, est-ce que du Roam marche à la MSH de Dijon ? Il y a toujours du suspense. Ça a l'air de fonctionner. Oui. Donc, on se connecte une fois qu'on a créé son compte et on arrive donc directement sur le tableau de bord. Et là, vous voyez qu'on a directement le logo de l'Université de Bourgogne. Ça nous dit bienvenue sur l'interface DMP Opidor de l'Université de Bourgogne. Et donc là, c'est ce que je vous disais concernant l'accompagnement. Ça vous dit tout de suite, n'hésitez pas à contacter l'atelier de la donnée Data UBFC pour toutes les questions relatives à la rédaction de plans de gestion de données. Il y a l'adresse. Vous pouvez aussi consulter notre offre de formation. Donc, voilà l'intérêt de la connexion via l'organisme. Donc là, on voit le tableau de bord. Forcément, moi, vu que je travaille à l'équipe Opidor, j'ai plein de... j'ai un tableau de bord assez rempli. Au niveau de l'interface, donc on voit qu'on peut choisir la langue. Donc là, moi, je vais la laisser en français, mais vous pouvez mettre l'interface en anglais. Donc, je vais vous montrer comment créer un plan. Donc, il y a plusieurs manières. On peut, par exemple, faire depuis les modèles. Mais la manière que je vais vous montrer aujourd'hui, donc, c'est de faire directement par créer un plan. Et donc, on peut utiliser le modèle par défaut. Et là, c'est indiqué. Le modèle par défaut, c'est le modèle Sciences Europe, qui est un modèle structuré. Et donc là, on peut retrouver la liste des modèles disponibles. Donc, nous, on va faire avec le modèle par défaut. J'attends que ça charge. Voilà. Et donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, on est reconnu comme Université de Bourgogne. Et donc là, on a des recommandations. Donc en fait, c'est
c'est des recommandations, des conseils qui sont rédigés par les membres de votre organisme. Donc là, ça a directement coché Université de Bourgogne. C'est pratique. On peut en cocher plusieurs. Donc si on veut voir les autres recommandations émises, on peut également, là on va cocher les recommandations CNRS émises par le service protection des données. Donc on n'oublie pas de faire enregistrer. J'attends un peu. Voilà. Donc ensuite, là, vous êtes dans la partie information générale avec les renseignements sur le projet et également les renseignements sur le plan. Et on peut récupérer des informations. Donc par exemple, si vous avez un projet qui est financé par l'ANR, avec le Wi-Fi, ça va peut-être être un peu long, mais non, tout va bien. On peut taper l'acronyme d'un projet. Merci beaucoup. Merci. Souhaitez-vous charger les données du projet? Oui. Et donc, en fait, là, quand on fait ceci, donc ça récupère les données qui ont précédemment été transmises par les membres du projet à l'agence de financement, donc ici l'ANR. Donc des fois, il y a des personnes qui me disent « oui, mais les informations ne sont pas complètes ». Ça va récupérer les informations qui ont été fournies précédemment. Donc si les informations qui avaient été transmises auparavant étaient incomplètes, donc ça se retrouve ici. Donc là, dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de retaper le résumé du projet. Les partenaires associés sont directement mis. Et ici, donc, on voit le nom du coordinateur du projet. Il y a aussi la partie renseignements sur le plan. Et là, on peut indiquer la version du DMP. Donc, la version initiale quand c'est le DMP des 6 mois. La version intermédiaire quand c'est un projet assez long et que l'agence de financement demande une version intermédiaire. Et également la version finale. On peut indiquer donc les domaines de recherche selon la classification de l'OCDE. Donc voilà pour la partie information générale. Dans contributeur, donc ça se remplira au fur et à mesure quand nous remplirons les informations dans la partie rédigée. Et donc là, on retrouve par exemple le coordinateur du projet. Donc ça, c'était dans les informations récupérées par l'ANR. Et ensuite, donc, dans la partie rédigée, ça va nous demander quelle personne rédige le plan de gestion de données, quelle personne produit les données. Et à chaque fois, en fait, on va attribuer un contributeur à différents endroits. Et donc, en fait, tous ces contributeurs seront synthétisés dans la partie contributeur. Ensuite, on a une partie produit de recherche. Et donc là, on peut déclarer ces produits de recherche. Donc, par exemple, on peut avoir un premier produit de recherche qu'on va appeler produit de recherche PR01. Et donc là, par exemple, ça peut être un corpus de texte. Et on peut créer plusieurs produits de recherche parce que donc en termes de gestion des données, il y a des différences qu'il s'agisse d'un corpus de texte ou d'un corpus ou d'images ou autre. Donc là, on peut rentrer par exemple un produit de recherche 02. Donc ça sera les images par exemple, et on n'oublie pas d'enregistrer. Et ensuite donc la partie rédigée. Ça charge, qui est articulée autour de 6 questions. Donc la question de la description des données. Donc quelles sont les données qu'on va produire, quelles sont les données qui sont
préexistantes et qu'on va réutiliser, et la manière dont on produit et collecte les données, bien sûr. Il y a la partie 2 avec tout ce qui est documentation et qualité des métadonnées, la partie 3 avec tout ce qui est exigences légales et éthiques, RGPD, protection des données à caractère personnel. Donc ça, c'est beaucoup utilisé, par exemple, quand il y a des enquêtes. Il y a une partie traitement et analyse des données, et ensuite les parties 5 et 6 qui concernent tout ce qui est stockage, sauvegarde, que ce soit pendant le processus de recherche, donc la partie 5, mais aussi après, donc la question du partage des données et de la conservation à long terme, l'archivage. Donc je ne vais pas vous montrer toutes les questions parce que c'est une petite démo. Mais donc là, on prend la première question, description générale du produit de recherche. Donc là, on a une zone de texte. Et là, vous voyez qu'on a différents onglets par rapport au produit de recherche. Et donc là, on peut afficher les commentaires et recommandations à l'aide du panneau latéral. Donc les recommandations, c'est ce qu'on a dit précédemment. Et les commentaires, donc c'est par exemple si il y a un collaborateur ou quelqu'un qui relie le plan de gestion de données, qui le commente. Donc ça s'affiche ici. Les recommandations, donc là vous voyez qu'on a 3 recommandations différentes qu'on peut afficher. On peut en afficher jusqu'à 6. Donc là, on voit les recommandations Sciences Europe, puisque tout à l'heure, on a pris le modèle par défaut qui était le modèle Sciences Europe. Donc là, c'est les recommandations liées au modèle. Voilà. On a également coché les recommandations CNRS. Donc là, vous voyez qu'on a les recommandations, indiquer les types de données personnelles traitées dans le cadre du projet et leur origine. Et on a également les descriptions de l'UB qui sont assez complètes et qui renvoient vers les ressources d'Oranum et qui rappellent que l'équipe des documentalistes de l'atelier de la donnée Data UBFC peut vous accompagner dans la description de vos données et qui vous rappelle l'adresse. Voilà, vous pouvez aussi indiquer des mots-clés contrôlés. Et donc là, par exemple, vous voyez que vous pouvez indiquer des personnes contacts. Donc ça, ça fait partie des informations qu'on retrouve dans la partie contributeurs. Et là, vous pouvez choisir un formulaire. Donc voici pour la première partie. Donc ensuite, vous avez la seconde partie concernant les métadonnées et la documentation. Et donc là, vous avez la question des coûts liés à la documentation. Et là, vous pouvez par exemple indiquer les standards de métadonnées utilisés. Donc, par exemple, vous pouvez utiliser les standards DDI pour Data Documentation Initiative. Ensuite, je vais vous montrer donc dans la partie 6, partage des données et conservation à long terme. Donc là, on peut choisir un entrepôt ou un catalogue pour déposer ou exposer les données. Donc, qu'est-ce que je peux vous montrer ? Là, vous pouvez sélectionner donc l'entrepôt Quêtelet de Progedo. Mais vous pouvez également... Oui. Donc là, en fait, quand on clique sur modifier, on voit que ça récupère des informations. Donc là, on a l'intitulé exact, on a l'identifiant de l'entrepôt dans Catopidor, le catalogue dont je vous ai parlé précédemment. Et on peut donc ajouter un autre entrepôt, par exemple Nakala
en SHS. Voilà pour les entrepôts. Et un peu comme la partie contributeur qui synthétise les informations saisies dans Rédiger. Là, vous avez un onglet outils, un onglet budget qui synthétise les informations relatives au budget qui ont été renseignées dans les différentes catégories. Et vous avez un onglet concernant le partage. Donc là, c'est important. Là, vous pouvez inviter des collaborateurs. Donc ça peut être d'autres membres du projet. Ça peut être les personnes qui font de l'appui à la recherche, les documentalistes qui vous aident. Et donc là, vous pouvez leur accorder différents types de permissions. Donc si vous voulez juste le montrer à quelqu'un, vous pouvez sélectionner lecture seule. Ceux qui rédigent le plan de gestion de données avec vous peuvent être copropriétaires et vous pouvez donner aussi les droits d'éditeur aux personnes qui vont commenter et modifier le document. Et donc c'est là qu'on va définir la visibilité du plan. Par défaut, ça se met en privé, donc par défaut, vous pouvez remplir votre plan de gestion de données et il sera uniquement visible par vos collaborateurs et par vous-même. Mais ensuite, donc, il y a différents niveaux de visibilité. Administrateurs, donc là, c'est visible par les collaborateurs, les administrateurs de l'organisme et vous-même. Et donc, il y a une catégorie organisme. Donc là, toutes les personnes de votre organisme peuvent le consulter. Mais vous pouvez aussi le rendre public. Donc dans ce cas-là, il est visible par tous. Donc après, il est dans la catégorie DMP public que je peux vous montrer, qui est en haut. Et donc là, on retrouve différents plans de gestion de données et les informations relatives au projet, donc le titre du plan, le modèle utilisé, donc là c'est notamment le modèle Sciences Europe, on voit qu'il y a un modèle INRAE, ça nous concerne moins, et là le modèle ANR, les domaines de recherche, donc là on voit des plans de gestion de données en sociologie notamment, on voit l'organisme, le propriétaire et la date, et donc là on peut ouvrir le PDF. Voilà, je retourne dans le tableau de bord puisque j'étais sortie pour vous montrer les DMP publics. Donc vous avez une catégorie demande d'assistance conseil. Donc si vous avez besoin d'aide, donc on l'a dit, les informations sont dans le bandeau du dessus. Tout à l'heure dans les recommandations, vous aviez l'adresse mail qui était rappelée. Mais vous pouvez aussi passer par l'onglet demande d'assistance conseil. Et donc là, vous avez un bouton demande d'assistance conseil. Et dans ce cas-là, donc ça arrive directement dans la boîte mail de l'équipe d'accompagnement. Donc ici, l'équipe de l'atelier de la donnée Data UBFC qui pourra vous aider. Et ensuite, on a un onglet télécharger. Et donc là, on peut, par exemple, télécharger le plan de gestion de données en fonction. Donc, on peut choisir de télécharger tous les produits de recherche ou un seul. Et on peut cocher ou décocher, par exemple. On n'est pas obligé de télécharger les questions sans réponse. Et on peut télécharger en différents formats, PDF, DocX, qui sont les plus fréquents. Voilà, je vous montre brièvement ce qu'il y a dans l'onglet Plus. Donc là, vous pourrez retrouver des exemples de plans de gestion de données. Il y a des ressources. Là, vous avez une partie type de produits de recherche, parce que c'est une question qui revient
Souvent, il y a un onglet à propos des référentiels, puisque DMP Opidor est désormais machine actionnable depuis le modèle structuré que je viens de vous présenter. Et il y a un glossaire qui peut vous aider et qui reprend certains termes auxquels vous allez être confronté. Donc là, dans exemple le plan de gestion de données, vous avez une catégorie où trouver des exemples de DMP rédigés dans le cadre des projets Horizon Europe, où trouver d'autres exemples de DMP. Les ressources, donc là vous avez des documents qui peuvent vous aider, des sites sur la gestion des données de la recherche. Voilà, l'onglet type de produit de recherche. Donc là, moi, je vous avais montré, par exemple, on a fait un produit de recherche 02 avec des images. Après, il y a des disciplines où ils ont également des logiciels. Mais donc, on peut avoir des corpus de texte, de l'audiovisuel. Et concernant les référentiels, donc vous avez une page là qui reprend les référentiels, donc les domaines de recherche, les entrepôts, etc. Merci beaucoup pour votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques. Bon, moi, j'ai, je ne sais pas, question, remarque par rapport au DMP Opidor. Je voulais déjà savoir, est-ce que c'est dans le plan de gestion de données à partir de l'outil, est-ce que ça concerne aussi des données qui sont produites, je vais dire comme ça, pendant un projet de thèse, puisque parfois aussi en thèse, on produit des données. Est-ce que donc c'est un outil réservé, si je peux dire comme ça, aux chercheurs, donc, ou bien ceux qui participent à des projets ANR, voilà. Donc, ça, c'est la première question. En fait, c'est un outil qui est accessible à tous et qui peut permettre de rédiger un plan de gestion de données, notamment pour la thèse. Ça permet de se poser les bonnes questions, d'avoir des recommandations en termes de bonnes pratiques. C'est un outil qui est assez utilisé pour tout ce qui est plan de gestion de données projet, parce que, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui a désormais un caractère obligatoire, donc forcément les gens le font. Mais c'est vrai qu'on remarque que maintenant, il y a de plus en plus de plans de gestion de données qui sont rédigés au niveau des thèses. Et je pense que c'est une bonne chose parce que du coup, ça permet de se poser les bonnes questions. Et on sait qu'en doctorat, il y a 50% d'abandon environ. Et donc, ça permet aussi de savoir en cas d'abandon où trouver les données et de pouvoir récupérer les informations nécessaires. Et ça peut être aussi pratique pour quand on fait une thèse, on évolue dans un laboratoire et donc on peut indiquer donc tout ce qui est politique de nommage, l'arborescence des fichiers dans le plan de gestion de données. Et donc ça, c'est des choses qui peuvent être utiles à l'équipe et aux doctorants et aux directeurs de recherche. Je continue. Au niveau du produit de recherche, tu as parlé de corpus, par exemple, voilà, tu as donné comme exemple corpus ou image. Et est-ce que les questionnaires ou un questionnaire qui a été élaboré pendant le projet peut faire partie du produit de la recherche? Oui. D'accord. Oui, en fait, ça dépend des sujets, ça dépend des projets. Mais voilà, on peut avoir un produit de recherche avec tout ce qui est questionnaire, notamment en sociologie. Et donc, dans ce cas-là, on peut
on peut expliquer comment on collecte les données et remplir toute la partie concernant l'aspect juridique et éthique et tout ce qui est RGPD lié aux enquêtes. Une autre question, après je vais passer la parole, je laisserai la parole aux autres. Ça concerne l'archivage et la conservation des données. Là, tu as parlé des différents entrepôts. Parfois, je me dis, parfois en début de projet, ça peut ne pas être, on peut ne pas penser à où les données seront conservées et ou pendant combien de temps. Et est-ce que si on choisit projet d'eau, Nacala, est-ce qu'on a une obligation de devoir déposer, disons en fin de projet, je dis comme ça, vraiment utiliser ces entrepôts précisés dans le plan de gestion de données pour l'archivage ou la conservation des données produites? Alors, je pense qu'il n'y a pas d'obligation. Le plan de gestion de données, il n'y a personne après qui va vérifier si vous faites vraiment... Enfin, si vous appliquez vraiment ce que vous avez énoncé dans le plan de gestion, c'est vraiment pour vous aider et pour aider la communauté dans laquelle vous évoluez. Il n'y a pas d'obligation. Si après vous vous rendez compte que vous aviez dit ça dans le plan de gestion de données, mais que entre-temps, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un autre entrepôt qui était plus adapté, forcément, le plan de gestion de données, c'est un document qui est évolutif. J'ai montré notamment les différentes versions qu'on pouvait indiquer. C'est vraiment un document qui va évoluer en fait tout au long du projet, parce que forcément il est conseillé de le rédiger en amont du projet, donc au moment du montage. Après, forcément, quand on commence vraiment le projet, on se rend compte qu'il y avait des choses qu'on ne fait pas comme prévu, et il y a des choses qui se précisent, il y a des choses qui sont amenées à être modifiées, et on peut modifier le plan de gestion de données à tout moment, et c'est d'ailleurs quelque chose qui est demandé même pour les financeurs. Donc ils demandent une version initiale et une version finale, et donc elles peuvent être différentes, et c'est totalement normal. Et donc si dans le plan de gestion de données on indique un entrepôt et qu'après ça change, c'est pas grave, et c'est normal qu'il y ait des modifications, mais en plus vous pouvez à tout moment donc modifier et compléter dans l'outil DMP Opidor. Il y a juste la version que vous avez envoyée à l'ANR qui ne peut pas être modifiée, mais c'est tout. Une dernière question. Ça concerne le fait de rendre visible le plan de gestion de données donc publié. Et qu'est-ce que ça implique? Est-ce que ça veut dire que ceux qui auront accès à l'outil Opidor pourront accéder au plan de gestion de données rédigé et le télécharger? Alors, en fait, souvent, on constate que les chercheurs sont assez réticents à mettre leur plan de gestion de données en public, parce qu'ils se disent, mais c'est mon travail, c'est mes données, j'ai pas envie de partager ça à tout le monde, je suis pas obligée de le partager, donc je ne le partage pas. Mais voilà, on est dans un contexte de science ouverte, et je pense que c'est important de mettre à disposition de l'ensemble de la communauté les plans de gestion de données. J'ai rédigé un plan de gestion de données dans ma vie d'avant, quand j'étais en post-doctorat, et je l'ai mis en DMP public, parce que j'avais suivi des formations sur l'ouverture de la science. Et en fait, moi je pense que c'est important, parce que ça permet après aux collègues de pouvoir voir des exemples de DMP dans des disciplines proches des leurs. Alors c'est pas forcément des exemples, parce que ils sont... En fait, il n'y a pas de contrôle de qualité, donc c'est pas parce qu'il est public qu'il est forcément de bonne qualité et qu'il est exemplaire, mais
je pense que souvent, ça rassure les chercheurs quand il y a des MP publics dans des disciplines proches des leurs, parce qu'ils se disent « Ah oui, tiens, il a mis ça. Ah bah oui, j'avais pas pensé que ça, c'était... » ça faisait partie des données de la recherche, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui est difficile à appréhender pour les chercheurs. Souvent, on est approché par des chercheurs qui nous disent « Mais je sais pas quoi faire, je dois rédiger un plan de gestion de données, mais moi, j'ai pas de données. » Et alors après, il faut avoir des discussions et bien expliquer qu'est-ce qu'une donnée. Et qu'est-ce qu'une donnée, ça dépend énormément des disciplines. Et voilà, souvent, on passe par le biais des fichiers en disant, ben voilà, est-ce que vous avez un ordinateur? Est-ce que vous avez des fichiers? Qu'est-ce que vous avez comme type de fichier, comme format de fichier? Et expliquer que souvent, c'est des données. Mais parce que, bon, tu as dit parfois les chercheurs ont du mal à rendre public leur plan de gestion de données, mais ça peut aussi, c'est vrai qu'il n'y a pas un contrôle de qualité, mais ça peut aussi être, il peut aussi avoir comment dirais-je, que ces chercheurs ne soient pas sûrs de la qualité de leur plan de gestion de données. Donc ils se disent, voilà, je vais publier mon plan de gestion de données et après peut-être que ce que j'ai mis, c'est n'importe quoi. Oui, bah ça soulève la question de l'évaluation, parce qu'en fait, pour le moment, les plans de gestion de données ne sont pas évalués. Donc l'ANR les demande, mais pour le moment, il n'y a pas d'évaluation de la part de l'ANR. Donc c'est vrai que même moi, quand j'ai rédigé un plan de gestion de données en postdoc, on se dit ok, je l'ai rédigé, très bien, je l'ai mis en DMP public, mais est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est mauvais? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est mauvais? Et ça, c'est compliqué de le savoir. Après, normalement, le plan de gestion de données, on n'est pas censé le rédiger tout seul, on est censé le rédiger avec le personnel d'accompagnement. Et donc, si on a travaillé en équipe avec d'autres personnes du projet et avec le personnel d'accompagnement, normalement, on produit un document qui est convenable et qui a tout à fait sa place dans DMP public. Et je pense que c'est important aussi de les rendre publics pour qu'après ça puisse aider les chercheurs de la même discipline et améliorer la qualité des plans de gestion de données de manière globale, en fait. Mais il n'y a pas moyen que je ne sais pas s'il y a des gestionnaires de l'outil au PIDOR qui pourraient aussi vérifier. Après, ça dépend de la charge de travail des ingénieurs. Parce que parfois, le personnel d'appui peut ne pas... Parce que quand on fait, par exemple, je prendrai le cas d'un questionnaire au niveau quanti, il y a aussi toute la partie méthodologique et tout ce qu'il faut expliquer. Parfois, le personnel aussi peut ne pas être formé à ça. Peut-être, oui, au niveau de la donnée, mais au niveau des différents traitements statistiques ou des outils. Donc, ce qui fait que, dans ce cas, quoi faire si le personnel dit « Ah, non, ça, je ne peux pas ». Mais oui, quand c'est disciplinaire... quand c'est disciplinaire, c'est plus compliqué pour le personnel d'accompagnement, parce que le personnel d'accompagnement, il faut bien se dire qu'il est sollicité pour l'intégralité des disciplines, et donc c'est compliqué pour une équipe d'accompagnement de pouvoir répondre à toutes les questions disciplinaires. Mais après, souvent quand c'est des plans de gestion de données projet, si on a des discussions et des échanges avec des personnes du laboratoire qui, elles, sont compétentes dans la discipline, je pense que s'il y a et de l'accompagnement pour la question des données de la part des documentalistes ou des ateliers de la donnée, et un accompagnement en termes de vraiment disciplinaire au niveau du laboratoire, je pense qu'on peut produire quelque chose de qualité. Après, dans le module plan de gestion de données pas à pas de Doranium, dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, on peut retrouver des grilles de relecture. Alors...
Donc là, je vais vous montrer la grille de relecture plan de gestion de données modèle ANR V3. Alors ça, c'est indicatif, mais ça peut être utile parce que souvent, on se dit, mais est-ce que mon plan de gestion de données est de qualité? Est-ce qu'il a sa place sur DMP Opidor? Et donc là, ben, voilà, déjà, on se dit, bon, ben, si les informations sur le plan de gestion, elles sont pas renseignées, bon, ben, c'est peut-être plus compliqué. Et là, pareil, donc bon, là, c'est les informations sur le projet, ça, c'est assez classique. Mais voilà, là, on peut se dire, ben, si dans la partie 1, si on a répondu à ces questions, donc quelle est la provenance des données, quelles méthodes, logiciels et outils seront utilisés, quel type de données seront collectées, y a-t-il des restrictions? Et là, on se dit, ben, voilà, si j'ai fourni une réponse que je considère complète et détaillée, ben, j'imagine que mon plan de gestion de données est de qualité. Mais après, ça reste subjectif, mais je pense que ces grilles de relecture, bah déjà, je pense qu'elles sont assez utiles pour le personnel d'accompagnement. Mais je pense que même pour le chercheur ou les personnes qui sont amenées à remplir le plan de gestion de données, je pense que c'est un outil, qui est assez utile, notamment pour la partie exigence légale et éthique, qui est toujours assez compliquée. Et il y a un autre modèle aussi de grille de relecture, mais voilà, là on a un PDF de 6 pages, et donc on peut se rendre compte du niveau de complétion de notre plan de gestion de données. Après, ça dépend des disciplines. Voilà, forcément, si vous dites, ben moi je suis moins concerné par rapport à mon sujet pour tout ce qui est aspect juridique et éthique, ben voilà, si j'ai mis une phrase en disant que j'étais pas trop concernée par ça, ça peut être considéré comme une réponse complète, même si même s'il y a une phrase. Ça dépend vraiment des thématiques en fait, je pense. Ok, merci. Là, je n'ai plus de questions et je vais passer la parole à d'autres personnes. Oui, Céline. Je voulais savoir si vous étiez sollicité pour l'élaboration de plans de gestion de données rétrospectifs et auquel cas si l'outil Opidor vous semble pertinent pour ces plans de gestion de données rétrospectifs. Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous entendez par plan de gestion de données rétrospectifs ? Je pense à des projets qui ont eu cours il y a plusieurs années avant que l'obligation de réalisation de plans de gestion de données soit effective. Donc on a collecté des données qu'on a publiées, qui sont là. Et j'ai travaillé avec d'autres collègues sur cette question de données, de plan de gestion de données rétrospective. Donc est-ce que cet outil vous semble pertinent ou... Je ne sais pas s'il y a des discussions au niveau national sur la question du plan de gestion de données. On en a eu au sein du réseau Scripto, du réseau national des MSH. Réseau Scripto du réseau national des MSH. Ah oui. Sur ces questions en fait de documentation de jeux de données collectés. Mon avis, c'est que l'outil est adapté parce que donc là, vous parlez de plan de gestion de données rétrospectif, mais dans tous les cas, c'est un plan de gestion de données projet. Donc je pense que l'outil est adapté. Je pense que c'est une bonne chose. Enfin, c'est un bon signal pour moi qu'il y ait des réflexions en cours sur la question du plan de gestion de données rétrospectif. Ça veut dire que les gens se disent ah ben c'est vraiment un document qui est utile et oui, et qui fait partie de la documentation en fait. C'est de la documentation de données, d'avoir un plan de gestion de données associé à un projet, même si c'est un projet qui est passé. Moi, je pense que c'est important qu'il y ait un plan de gestion de données et l'outil Opidor est fait pour vous aider pour la rédaction de plans de gestion de données projet. Donc
oui, je pense que c'est tout à fait possible de faire un plan de gestion de données rétrospectif. Et je pense aussi que c'est important de le partager parce que c'est l'intérêt de la documentation, en fait, que ça soit accessible et que les données soient trouvables. Merci. Merci à vous. Juste pour revenir sur ce que Céline a dit, mais tout à l'heure, sur le plan de gestion de données que tu nous as montré, est-ce qu'il n'y a pas, on ne doit pas renseigner la date et le fait que le projet, voilà, est-ce que ça va poser, plus que les projets datent, donc ce qui fait que c'est pas actuel, est-ce que ça poserait problème de mettre des dates, je sais pas moi, 2018 alors que nous sommes en 2023? Je me suis posé la question, je pense pas. On va regarder ensemble. Mais après, je pense que ça, c'est... Ça, dans ce cas-là, moi, je pense que je peux poser la question à l'équipe Opidor. Date de début du projet. Est-ce qu'on peut remonter dans le passé? À quel point pouvons-nous remonter dans le passé? L'obligation de DMP à l'ANR, c'était 2019. Est-ce qu'on peut remonter avant? Mais oui. Oui. Bah voilà. Alors, le projet, 15 juin 2016, date de fin du projet. Oui, bon, ça va être un peu long. Oui, mais ça n'a pas l'air de poser problème. Faudrait que je demande à mes collègues où commence leur calendrier, date de début du projet, pour avoir la réponse à votre question. Hop, le projet, il finit là, enregistré, ça fonctionne. Nous, l'idée ici, en tout cas, c'était de produire un document qui fasse un peu mémoire du projet, parce que les personnels peuvent être amenés à changer de structure. Et l'idée, c'est d'avoir un document qui documente vraiment un document qui consigne toutes les informations. Qui consigne toutes les informations, qui fasse mémoire de... On a par exemple des données qui ont été collectées en 2014-2015. Donc c'est encore un peu frais dans nos têtes, mais ça me semble important de consigner tout ça dans un document. Moi, je le voyais par exemple au sein du projet dans lequel j'étais quand j'étais en postdoc. C'était un projet sur plusieurs années forcément. Et donc moi, j'étais en postdoc de 9 mois pour la rédaction du plan de gestion de données. Et on se dit, mais en fait, là, moi, j'ai produit des données, j'ai collecté des données. Je vais partir au bout de 9 mois. Et en fait... je sais pas si toute l'équipe est au courant de la manière dont j'ai produit les données, de la manière dont ils vont pouvoir les utiliser. Et le fait d'avoir tout ça qui est consigné dans un document, moi je trouve que c'est vraiment important en termes de documentation en fait du processus de recherche. Et forcément, après, là, dans contributeur, on peut rajouter les personnes qui font partie du projet. Mais par exemple, il peut y avoir des recrutements à la fin du projet. Et donc, forcément, la personne, elle n'est pas dans les contributeurs. Et donc, on peut toujours rajouter les contributeurs. Mais si le DMP, il est public, je trouve que c'est plus simple parce que... après, à tout moment, on peut accéder aux informations. Oui ? Vous avez tantôt dit que ça permet de retrouver les données en cas d'abandon. Je ne sais pas si vous pouvez être un peu plus explicite là-dessus. Je n'ai pas bien compris. Donc là, on parle de plans de gestion de données qui sont rédigés dans le cadre des thèses. Souvent, quand c'est des thèses financées, quand il y a un abandon, souvent on constate que le directeur de thèse ou le laboratoire repropose par la suite un projet de recherche similaire à une autre personne. Et en fait, si le doctorant précédent a
a déjà collecté les données, donc s'il a déjà fait le corpus, parce que souvent quand on commence la thèse, souvent en SHS, on commence par l'établissement du corpus. Si l'étape là, elle a été réalisée et que la personne a rédigé un plan de gestion de données et a rempli la partie 1 avec donc la collecte, description générale du produit de recherche, et les données réutilisées. Après, ça permet à l'autre personne d'avoir des informations sur la collecte qui a été réalisée et sur les données qui ont été produites. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ouais, j'ai compris, merci. Oui. Moi, j'ai une question par rapport, du coup, au corpus de texte. Quand on le... J'ai bien compris le sujet du DMP, mais du coup, quand après on le dépose ou on entrepose ces données dans Projet d'eau, par exemple, on met notre bibliographie ou on met le corpus de texte qu'on a rédigé? En fait, c'est par exemple pour les analyses quantitatives, je sais qu'on va mettre les données non traitées, par exemple, pour que les données puissent être réutilisées et traitées autrement. Mais pour tout ce qui est qualitatif, on fait comment? Je vais peut-être vous laisser répondre, je pense que Bon, moi, je vais répondre un peu à cette question. En fait, pour les données, parce que projet d'eau, c'est plus pour des données, on va dire quanti. Pour des données quali, c'est Nakala. Donc, mais pour déposer des données, peu importe sous quelle forme, on va dire, il y a toujours des métadonnées qu'il faut renseigner, un peu toute la partie. C'est pour ça qu'en faisant aussi, en remplissant le plan de gestion de données, ça fait que lorsqu'on veut déposer des données, on a déjà toutes les informations. Donc, peu importe l'entrepôt qu'on va choisir, on aura déjà des informations concernant les métadonnées. Donc, si par exemple, on veut aussi faire un renvoi vers le fichier, parce que le corpus, si c'est un fichier, on veut faire un renvoi vers le fichier, ce qui a servi pour les analyses, on peut aussi déposer ce fichier-là. Mais il y a toute une procédure à suivre pour déposer ces données-là, que ce soit le corpus ou bien un questionnaire, par exemple. Mais maintenant, ça dépend de, voilà, comme je disais, pour il y a Nakala pour du Kali et Projet d'eau pour du Quanti. Mais avec le plan de gestion de données, ça aide, ça permet qu'en fait, quand on est en thèse, disons, je prends dans ce cas, on a fait son plan de gestion de données et peut-être les données qu'on a utilisées, elles peuvent servir à d'autres chercheurs. On décide de les déposer. Et comme ça, on n'a plus besoin on va dire, sur la partie métadonnées, on n'a plus besoin de faire un travail en amont parce qu'on l'a déjà fait. Peut-être qu'il peut y avoir quelques petites modifications pour adapter à l'entrepôt. Mais sinon, le travail il a déjà été fait en amont avec le plan de gestion de données. Oui. Moi, je voudrais savoir si les chercheurs peuvent déposer les données tout au cours de la recherche, même les données qui sont encore vrac, donc à vrac, ou bien il faut des données qui sont déjà traitées, dont il est déjà sûr, il a traité ces données, alors ce sont eux qu'il peut déposer, je ne sais pas. Vous voulez répondre? Oui, je vais répondre parce que ça n'en peut pas. Justement, parce que pour les données, c'est pour ça aussi je vais faire le lien entre ta présentation et le dépôt de données. Les données, lorsqu'on les dépose, c'est un peu lorsqu'on rédige le plan de gestion de données. Il y a la partie conservation, justement, ou archivage dont elle a parlé. Et les données, lorsqu'on ne dépose pas, même s'il y a des gens qui ont tendance à déposer sur certains, on va dire, certains entrepôts pas très éthiques, ont tendance à déposer des données n'importe comment. Mais les données, c'est mieux de les déposer quand elles sont de qualité. Et les données de qualité, ça veut dire qu'on a, même si on n'a pas un plan de gestion de données, mais il y a toute une description des données qui est faite. Comment on a collecté les données, comment on les a traitées. Et ça permet en fait à ceux qui vont réutiliser les données de savoir qu'est-ce qui a été fait sur les données ou comment ça a été collecté. Par exemple, je prends un cas,
si on va enquêter sur une population de, je ne sais pas, Dijon, il faut qu'on précise que c'est Dijon. Il ne faut pas qu'on dise que ceux qu'on a enquêtés à Dijon, ils sont représentatifs de la Bourgogne-Franche-Comté. Parce qu'il faut parler de représentativité, il y a d'autres méthodes qui doivent être appliquées pour dire que ces données sont représentatives. Et donc, si ce n'est pas le cas, dans la description, on précise. Les données qui ont été collectées, c'était sur une population de Dijon. Voilà, on fait une description parce que lorsqu'on accède, par exemple, aux données qui sont sur des statistiques publiques ou INSEE, il y a une bonne documentation. On sait de quelle thématique il s'agit, pourquoi, ou bien quelle population est enquêtée, quelle tranche d'âge, quelles sont les caractéristiques. Et nous aussi, nous devons faire, en tant que chercheurs, on doit faire ce travail-là. Donc, ce qui fait que quand les données, on ne peut pas décider de déposer ces données comme ça, non, il faut déposer des données qui sont déjà bien renseignées et je dirais, on a encore plus de recul lorsqu'on a terminé de faire tout ce dont on doit faire, toutes les analyses avec les données. Parce que si on collecte seulement les données, on les dépose à chaque fois, ça ne sera pas, moi je dirais, ça ne sera pas des données de qualité et ceux qui vont réutiliser ces données n'auront pas toutes les informations possibles et ils pourraient avoir, je reviens sur le cas de statistiques, ils pourraient avoir des biais par rapport à ces données-là. Alors, autre chose, est-ce que vous allez nous partager les liens? Vous avez parlé des liens. Est-ce que vous allez nous les partager? Les liens que j'ai mis sur le PowerPoint, Oui. je pense que vous recevrez les PowerPoint par la suite, si vous êtes inscrit. Déjà avec ton accord pour partager, Oui, voilà. Et là, ceux qui auront besoin me font savoir, je vous partage ce diapo, cette présentation, avec tout ce qu'il y a comme information sur les sites et tout, en fait, les ressources. Moi, du coup, c'était juste pour réagir par rapport au dépôt des données. Quand vous dites qu'elles doivent être traitées, ça veut dire qu'il faut avoir anonymisé ou pseudonymisé les données sensibles avant de les déposer. Parce que si on dit que c'est à Dijon, en soi, s'il y a des données sensibles, ça change un peu la donne. Enfin, je sais pas. Oui, ça change un peu, je dirais ça change un peu la donne. Là, moi, j'ai parlé juste des données de manière générale, pas vraiment dans une spécificité, si c'est sensible, pas sensible. Imaginons qu'on fasse une enquête anonyme, donc on ne prend pas des informations sensibles, mais même ces données-là, on ne peut pas les déposer comme ça parce qu'il faut toujours décrire pourquoi on a fait, dans quel contexte, voilà, parce que lorsque on trouve des données, on trouve, imaginons un chercheur qui veut faire la même enquête, mais à une échelle un peu plus grande. Le chercheur n'a pas d'idée par rapport au questionnaire, mais trouve un questionnaire, trouve que, ah tiens, il y a déjà quelqu'un qui a travaillé sur la thématique, mais se rend compte que, en fait, la thématique est plus sur les personnes de Dijon, pas Bourgogne-Franche-Comté. Et si c'est bien renseigné, la personne se dit, OK, je peux élargir mon champ. Donc, je peux réutiliser le questionnaire qui a été mis en place pour la population de Dijon, mais je vais plutôt agrandir. Donc, ce qui fait que on a une enquête qui a été faite on prend un questionnaire qui a été fait sur Dijon. Une autre personne récupère cette enquête, donc on refait la même enquête, mais à une échelle un peu plus grande. Et cette personne précise aussi que, voilà, j'ai peut-être enquêté Dijon, Besançon, Montbard et autres, en précisant toujours chaque lieu où l'enquête a été faite. Donc, ça fait que qui vient par la suite, qui veut faire à l'échelle de la France, je prends comme ça, au fur et à mesure, a des informations au niveau de Dijon, au niveau de la Bourgogne, ainsi de suite. Là, c'est plus ça. Après, pour les données sensibles, c'est déjà un autre cas, parce que pour les données sensibles, comme on l'a vu, il y a différentes... ça, c'est ce qui va être fait de ces données. Même ça, si on rédige le plan de gestion de données, on doit préciser. L'enquête qui a été faite, elle n'a pas été anonyme. Qu'est-ce qui a été fait pour protéger parce que là, sur le plan de gestion de données, il y a la partie éthique et légale. Donc, toute cette partie-là, il faut renseigner ce qu'on compte faire des données. Parce que même dans le plan de gestion de données, il faut tout décrire. Où est-ce qu'on stocke les données collectées pour le traitement? C'est important.
Est-ce que je mets sur un disque dur? Est-ce que je mets sur un ordinateur qui n'est pas protégé? Tout un ensemble de choses. Est-ce que je fais des sauvegardes? Est-ce que je fais des sauvegardes? Voilà. Donc, en fait, peu importe je dirais, le type de données qu'on a, si on utilise le plan de gestion de données, on est amené à se poser les bonnes questions, on est amené à renseigner des informations qui seront utiles. Ça fait que qui va publier ce plan de gestion de données pourra aider d'autres personnes qui peut-être auront envie de faire la même enquête ou pas, ou dans un autre domaine, mais avoir des idées sur la façon dont on peut rédiger un plan de données ou produire des métadonnées. Oui, c'est une question, je ne sais pas pour l'une ou l'autre. Je pensais notamment, on a ici des enquêtes sociologiques qui datent des années 60. On a les archives. Donc autant dire qu'à l'époque, on ne parlait pas de RGPD, de finalité de la collecte de la donnée. Donc on se retrouve avec des données de tout type, de tout statut. Là, clairement, je pense que je ferai appel à vous en temps et en heure, mais on a ce qu'on appellerait les données primaires qui ont été collectées pour l'enquête en tant que telle, et une multitude de données, je ne sais pas si on peut dire secondaires, qui pourraient potentiellement être réutilisées quand même à des fins de recherche. Là, clairement, comment on les identifie dans le plan de gestion de données? Est-ce que... Voilà, on ne veut pas forcément une réponse tout de suite. Merci. Là, je pense que c'est plus compliqué. Moi, je pense que je ne suis pas la personne la mieux renseignée pour vous répondre. Mais ça, je pense que l'équipe de Progedo est plus à même de pouvoir vous répondre pour tout ce qui est enquête que moi qui travaillais au PIDOR. Parce que pour le moment, en fait, on a plutôt fait un travail d'archivage, c'est-à-dire qu'il y a un instrument de recherche, un inventaire qui a été fait de ces archives. Mais si on parle clairement des données, pour l'instant, ce fonds, il est un petit peu alors je ne peux pas dire en déshérence parce qu'il est conservé, il y a un instrument de recherche, mais il pourrait potentiellement les données pourraient être réutilisées. Enfin, ça a été le cas dans le cadre d'une ANR revisite, c'était un peu particulier, mais pour l'instant, c'est un petit peu en stand-by. Mais je pense que ces données peuvent être, mettre à disposition. Après, ce qu'il faudrait faire, je pense, c'est rédiger le plan de gestion des données. Et dans le plan de gestion, je sais qu'il y a... J'ai vu il y a différentes parties parce qu'il y avait... Donc, que ce soit pour des données primaires ou des données secondaires, parce que là, on a vu s'il y a des données, par exemple, existantes qui ont été utilisées, il faut préciser, décrire ces données. Ou alors, imaginons le cas où qu'on ait deux sortes d'approches au niveau de la collecte des données. On a des questionnaires et on a des entretiens. Donc, ce qui fait qu'on sera obligé de remplir un plan, mais avec deux parties. Il y aura la partie, on va dire, quanti un peu, où le questionnaire rempli, et il y aura la partie entretien, où aussi ça va former un plan de gestion de données. Moi, c'est un peu, on va dire, c'est un peu ma connaissance à ce niveau pour le plan de gestion de données. Après, pour le dépôt et tout, maintenant, ça sera voir quel type de données il y a. Après, ça peut être déposé sur Progedo, tout comme ça peut être déposé sur Nakala, parce que Progedo, il y a aussi des données historiques, donc c'est pas un souci, mais maintenant, ça va dépendre. On a même des enquêtes des années 30, mais je ne pense pas qu'on remonte si loin dans le calendrier quotidien. Bon, Céline, il ne faut pas lui donner trop de travail. Non, mais ça, c'est vrai que jusqu'à présent, je l'ai laissé un peu de côté parce que ça fait surgir des problématiques assez complexes. Mais c'est la question en fait, des plans de gestion de données qui, au sein de l'équipe du pôle ADN, nous a amené à se poser ce genre de questions sur qu'est-ce qu'on fait de ces... Enfin, ne plus considérer uniquement ces documents comme des archives à mettre
en ligne, enfin, au mieux en ligne ou dans une armoire, mais comment on peut au moins donner à connaissance de ce qui existe dans ces fonds et potentiellement pouvoir permettre une réutilisation de ces données. Oui, moi, je pense que pour faire connaître dans un premier temps, un peu comme tu parlais du plan de gestion, donc rédiger le plan, rendre public, et maintenant pour la diffusion ou l'accès, maintenant voir dans quel entrepôt ça doit partir. Comme ça, les gens pourront y avoir accès et tout. Oui, voilà, parce que c'était dans la première partie où on parle des données réutilisées. Je pense que dans ce cas-là, vous pouvez décrire dans les zones de texte ces archives en fait que vous allez réutiliser et fournir les informations que vous avez et qui peuvent être rendues public. Et donc ça, vous pouvez le renseigner dans le DMP et mettre le DMP public et après vous rapprocher des services de protection, les DPO et les équipes les experts de projet d'eau pour savoir un peu plus comment procéder pour tout ce qui est aspect juridique et éthique concernant des enquêtes des années 30 ou 60. Il y a une consultation quand même qui est possible, enfin, qui est faite en salle de lecture, mais uniquement à des fins de recherche. Et après, mais ça, c'est quelque chose qui peut être des demandes argumentées. Vous pouvez l'indiquer dans le DMP. D'accord, merci. Et puis, comme ça, des fins de recherche à projet d'eau, c'est vraiment les données qui sont là, c'est pour des fins de recherche. Justement, il n'y a que des chercheurs qui ont accès aux données qui sont sur le catalogue de projet d'eau. D'autres questions? J'aurais une petite question. En fait, j'aimerais savoir si pour un projet financé, et nous avons 2 organismes qui financent le projet, est-ce qu'on doit rédiger 2 plans de gestion des données ou un seul? Je pense que vous pouvez en rédiger un seul et dans les informations générales, vous pouvez mettre les deux institutions impliquées, qui financent votre projet ou votre doctorat, puisque le doctorat, c'est quand même un projet. Là, vous avez la partie où vous pouvez indiquer les sources de financement du projet. Donc là, vous pouvez vous pouvez les rentrer là. Là, vous avez les partenaires aussi du projet. Donc, je pense que vous pouvez avoir un seul plan de gestion pour les 2 organismes. Mais juste, si vous voulez le renseigner correctement, vous pouvez indiquer les 2 organismes en question dans les informations générales. Mais après, dans la partie rédigée, vous pouvez... vous pouvez ne faire qu'un seul plan de gestion de données. Et si c'est des organismes qui sont dans la liste des organismes qui fournissent des recommandations, vous pouvez cocher les deux organismes en question pour avoir les recommandations des 2 universités, si c'est des universités. Et comme ça, vous pouvez, par exemple, pour tout ce qui est stockage, vous pouvez avoir connaissance des possibilités de stockage des 2 universités partenaires de votre projet. D'accord, merci. Merci. Je viens de me souvenir d'une question. Ça concerne le responsable du traitement de données, parce que tu disais qu'il serait judicieux, si je peux dire comme ça, que ce soit une personne, pas une personne contractuelle, donc un personnel pérenne qui puisse s'occuper de la partie, qui puisse être responsable du traitement de données.
Mais habituellement, en fait, je veux dire, généralement, lorsqu'il y a un projet, on recrute un ingénieur, peu importe, recherche, études, pour la partie données, si je peux mettre comme peu importe, voilà. Et parfois, ce n'est pas toujours la personne qui va jusqu'au... C'est censé être une personne qui va rester durant tout le projet, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais on attribue toujours ce rôle à l'ingénieur qui a été recruté. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il faudrait, par rapport à l'outil Opidor, est-ce qu'il faudrait mettre deux responsables? Est-ce qu'il y a la possibilité de mettre deux coordinateurs dans un, voilà, comme ça? Si c'est l'ingénieur qui s'en va, au moins il y aura une personne qui aura la responsabilité, voilà, du plan de gestion de données. Le porteur du projet, donc là, il y en a un, mais il peut y avoir plusieurs personnes impliquées dans la rédaction du plan de gestion de données. Et oui, c'est quelque chose que j'ai dit parce que c'est un constat qu'on fait souvent. Qu'en fait, donc il y a un projet, il y a un financement, et donc il y a un recrutement. Donc on prend un CDD, donc soit CDD d'ingénieur, c'est de plus en plus le cas depuis le Covid. Avant le Covid, c'était des CDD de postdoc, mais on voit que les fiches de poste, de toute façon, on était à peu près sur les mêmes fiches de poste. Mais les limites de ce système, en fait, c'est que, je l'ai dit, le DMP, c'est un document évolutif, et en fait, quand c'est un contractuel qui rédige le DMP, quand le contractuel il part, on se retrouve face à un document évolutif qui est plus mis à jour, en fait. Et donc après, il y a un document. Donc vous avez un plan de gestion de données qui est censé assurer la documentation des données du projet, qui en fait est plus à jour et qui correspond plus à ce qui se passe réellement, et c'est compliqué d'apporter une réponse, une bonne réponse, en fait, parce que le plus simple, ça serait de dire, le mieux, ça serait que le porteur du projet coordonne en fait la rédaction du plan de gestion de données. Sauf que dans la réalité, on sait que le porteur du projet, il va dire qu'il n'a pas le temps, que c'est une charge administrative, et souvent c'est des personnes qui n'ont pas le temps, ou qui n'ont pas pris le temps. Ça, c'est une question de point de vue, mais qui ne sont pas forcément toujours formés à la gestion des données. Et donc, même si la personne veut rédiger le plan de gestion de données en se disant c'est mon projet, je fais les choses bien, je rédige le plan de gestion de données, c'est pas pour autant que c'est la personne la mieux placée pour le faire. Mais après, c'est compliqué c'est assez compliqué, mais je pense qu'il faut qu'il y ait une bonne coordination entre le porteur du projet, le contractuel qui va beaucoup s'occuper de la production des données, du plan de gestion de données, et ça peut aussi être effectué avec les ingénieurs du laboratoire, parce que souvent les ingénieurs du laboratoire, ils sont déjà en sous-effectif, donc ils sont souvent peu impliqués, et c'est pour ça que souvent c'est un contractuel qui est recruté. Mais en fait, moi je pense que s'il y a une bonne communication entre ces différentes personnes pendant le projet, je pense qu'après, une fois le départ du contractuel, l'ingénieur du laboratoire, même s'il est débordé, et même si c'est forcément le contractuel qui s'est beaucoup chargé de ça pendant la durée du contrat, je pense que ça peut être récupéré par l'ingénieur ou par le porteur du projet s'il a suivi le processus, en fait. Mais c'est une question complexe. D'accord, merci. Je pense que là, je vais arrêter avec les questions. J'aurais une petite question. Ah bon. En fait, j'aimerais savoir si c'est vraiment utile de rédiger un plan de gestion de données pour un projet non financé. Alors, le plan de gestion de données, je pense qu'il aide à l'anticipation
Et je pense que c'est une bonne base de documentation. Quand on fait un projet, je pense que c'est important qu'il y ait un peu comme un cahier des charges, mais qui est aussi une directive et qu'on garde en tête que même si c'est un projet non financé, même si c'est une thèse non financée, on va produire des données et il faut que ces données elles soient bien gérées et qu'on ait appliqué des bonnes pratiques, parce que on se dit oui mais voilà, moi je fais ma thèse sans financement, personne va réutiliser les données, mais la personne qui peut être amenée à réutiliser les données de votre thèse, ça peut être vous du futur. Par exemple, après la thèse, en post-doctorat, on peut être amené à réutiliser des données qu'on a produites pendant la thèse. Et donc, je pense que c'est une bonne chose, en fait, d'avoir un document qui consigne tout le processus de collecte et tout le processus de traitement des données, parce que comme ça, c'est écrit et c'est consigné et vous avez quelque chose de bien documenté et même par la suite, parce que là vous parlez d'un projet non financé, mais quand on fait de la recherche sans financement, je sais ce que c'est. Je sais qu'il y a aussi une partie du temps qui est consacrée à la recherche de financement. Et quand on fait de la recherche de financement, à chaque fois, on doit monter des dossiers et justifier la démarche. Et donc, dire que on a des données et avoir déjà des documents qui expliquent tout le protocole et tout le processus, je pense que ça peut être utile même quand on fait des demandes de financement, même quand on est dans le cas de recherche non financée. Merci. Moi, j'ajouterais juste une chose. C'est un peu. Je pense que peu importe qu'il y ait de financement ou pas de financement, un peu comme tu disais, du moment où on produit de la donnée, lorsqu'on produit de la donnée, on doit se dire, je dois rédiger un plan de gestion de données. Ça, c'est vraiment la base. C'est ce qu'on doit se dire. Je produis de la donnée, alors je dois faire un plan de gestion de données. Mais ça va servir à qui si les données même, je vais les conserver dans mon ordinateur? Non, mais comme elle a dit, ça peut resservir à la personne qui a produit les données. Tout comme ça peut aussi aider des étudiants de Master 2 qui veulent faire leur mémoire de recherche sur le sujet et qui ont peut-être besoin de données ou des conseils ou savoir comment traiter ces données. Donc, les données, moi, je pense que lorsqu'on les produit, on se dit c'est bien de renseigner, ça pourrait servir. Et dans la visibilité du plan, je vous avais montré que vous pouvez faire en sorte que le plan soit visible par les personnes de votre organisme. Et donc, par exemple, il y a sans doute des personnes de votre laboratoire, de votre université, qui peuvent avoir accès au plan de gestion de données et se dire « Ah bah tiens, il y a cette personne dans mon laboratoire ou dans un laboratoire de mon université qui a déjà fait ça, ça pourrait être intéressant que je rencontre cette personne et ça permet de créer du lien et des échanges entre les chercheurs et entre les laboratoires. Omis une thèse, est-ce qu'un étudiant de master un étudiant de Master 2 peut rédiger un plan de gestion de données dans le cadre de son mémoire de recherche? Alors, c'est possible. Il faut voir dans quelle mesure c'est pertinent. Mais après, je sais qu'il y a des masterants qui font des gros mémoires de recherche. Donc, dans ce cas-là, ça peut être pertinent. Après, si c'est des personnes qui sont en master, mais qui veulent poursuivre en thèse et qui savent que dans le laboratoire dans lequel ils vont faire leur thèse, ils vont être confrontés au plan de gestion de données, ben, s'ils peuvent s'habituer à cette pratique dès le master, c'est possible. Et parfois même, il y a des masterants qui continuent avec la même thématique en thèse. Donc, ce qui fait que, ils vont juste compléter leur base, je peux dire comme ça.
Donc, c'est avoir même un masterant pourrait rédiger un plan de données. Il y a des mémoires de recherche qui sont publiés. Hein. Il y a des articles qui sont récupérés dans les mémoires de recherche. Donc, s'il y a des articles qui sont publiés, ça veut dire que si les données ont été utilisées, ce serait bien d'avoir aussi une documentation sur ces données. D'accord, merci. Je pense qu'il n'y a plus de questions, Lauriane, et merci encore pour cette présentation et riche d'informations. Merci à vous pour l'invitation. Merci.